C'est parti. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être un petit moment sur la pause déjeuner pour qu'on puisse discuter du sujet les partenaires dans l'écosystème du paiement avec Maxime. Je suis Hippolyte, cofondateur de Partnershift et ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Partnership Zero to One. Donc, pour rappel, Partnershift, cofondé avec Alexandre Leboeuf et Martin Catino. Donc, c'est la communauté Slack et le média des partenariats en France. On permet aujourd'hui à plus de 1200 leaders et leaders en partenariat d'échanger dans notre Slack et d'être à jour sur les meilleures stratégies du métier grâce à notre newsletter mensuel, notre podcast et les webinaires Partnership Zero to One. Donc, pour rappel, Partnership Zero to One, c'est le rendez-vous bimensuel des membres de la communauté. Donc, 2 jeudis par mois, nous recevons les meilleurs experts du métier pour un échange direct et pragmatique sur 3 volets. Le partage d'une success story en partenariat, l'analyse d'un écosystème et la découverte d'une stratégie. Donc, focus du coup sur une stratégie. Et on termine toujours par une session de Q&A. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Donc, aujourd'hui, on va se pencher sur l'analyse des partenariats dans l'écosystème du paiement. On va explorer les acteurs, les tendances et innovations de l'écosystème. Maxime va nous partager un cas concret avec le partenariat Lemonway et Société Générale. Il nous partagera aussi les clés pour identifier et construire un partenariat du coup dans le secteur et du coup à la fin sa vision sur les opportunités futures. Pour décrypter ce sujet, j'ai l'honneur d'accueillir Maxime Imbert. Salut Maxime. Salut Hippolyte, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, tu es consultant en stratégie partenariat à ton compte et tu as été Head of Strategic Partnership chez Lemonway. Est-ce que peut-être en 2 minutes, tu peux te présenter avec un focus partenariat et nous présenter ton activité actuelle? Ouais, avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation et puis ravi de vous retrouver tous. Maxime, donc moi j'ai 34 ans, j'ai 10 ans de vente et de partenariat derrière moi sur 2 secteurs principalement, le travel, le business travel et le paiement. Et j'ai découvert les partenariats, c'était en 2019 où à l'époque j'étais encore sur de la vente stratégique, donc vraiment en tant que sales. Et je vendais des solutions de paiement adaptées au voyage d'affaires et puis aussi pour des paiements d'achats généraux non récurrents. Et à ce moment-là, cette méthode de paiement était géniale, mais je trouvais qu'elle manquait d'intégration pour vraiment parler à notre écosystème et surtout à nos clients. Et j'avais de la demande de mes clients. Ils disaient, écoute, ton produit, il est bien, mais j'aimerais qu'il soit plus intégré dans mes outils, etc. Et donc, forcément, tu commences à prendre contact avec des solutions qui t'entourent. Donc, à l'occurrence, à l'époque, j'avais pris contact avec Spendesk, qui avait un logiciel pour justement gérer toutes les notes de frais. Et donc, c'était pour voir comment intégrer la solution de paiement à l'intérieur. Pareil avec un outil comme Kiriba, qui était un outil de gestion de trésorerie. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert les partenariats, mais en restant bien sûr focus sur mon rôle de vente stratégique qui était mon rôle primaire. Et en 2021, j'ai eu la chance de rejoindre Lemonway, qui est une solution de paiement dédiée pour les places de marché, donc les marketplaces. Et j'ai rejoint l'équipe partenariat sur un rôle de chasse. Donc, on était 2. Donc, il y avait Stéphane et moi-même. Stéphane qui est toujours présent dans la structure, qui lead l'équipe. Et donc, on se répartissait entre la gestion de comptes existantes et moi vraiment sur la chasse de nouveaux partenaires. Et c'est comme ça vraiment que j'ai mis les pieds vraiment dans l'écosystème du paiement, dans l'écosystème du partenariat. Et de fil en aiguille, donc j'ai pris le lead de l'équipe partnership, puis également de l'équipe account management. Et j'ai finalement quitté la structure fin 2023, début 2024. Accueilli une petite fille aussi en début d'année, donc pris 6 mois là de pause pour profiter en famille avec ma femme et elle. Donc depuis fin août, début septembre, j'ai créé ma structure pour accompagner les sociétés à vraiment structurer et mettre en place des partenariats. Donc, je me positionne en tant que stratège, mais aussi ressource pour accompagner et établir des premiers partenariats dans l'écosystème, soit du paiement ou d'autres. Ok, trop cool. Merci pour cette introduction. Effectivement, tu as une vraie grosse expérience du coup dans les partenariats et le paiement. Peut-être pour commencer, parce que je pense que peut-être pour certains, ça paraît un peu flou. Est-ce que tu peux me donner une big picture de l'écosystème du paiement pour, voilà, au moins comme ça pose les bases de ce webinaire? Avec plaisir. Donc, je vais vous partager mon écran. J'ai prévu des petites données pour vous aujourd'hui pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le marché à l'heure actuelle. Bien évidemment, on ne paye pas aujourd'hui de la même façon dans le B2C que dans le B2B.
Et donc, si on part vraiment sur cette partie B2C, on est sur un marché qui est assez vaste, que je vais diviser en deux. Le marché vraiment du paiement en ligne et puis le marché du point of sale, c'est-à-dire du paiement en magasin. Sur ce marché du paiement en ligne, on est à peu près sur une taille de marché de 6200 milliards de dollars à l'année. Et avec vraiment, vous voyez à l'écran les méthodes de paiement les plus utilisées aujourd'hui, donc qui reviennent, ce sont les wallets et les cartes de paiement, donc soit des cartes de crédit, soit des cartes de débit. Ce qu'il faut voir aussi, c'est l'autre partie, donc qui est la partie vraiment paiement en magasin, qui est beaucoup, beaucoup plus importante, 6 fois plus importante, puisque là, aujourd'hui, on est sur un marché à peu près à 36 000 milliards de dollars. Pareil, toujours dominé par les cartes de paiement, de crédit et de débit, mais également les wallets. Et puis, il y a toujours forcément cette part de cash. Là, bien sûr, je parle de volume et pas en nombre de transactions, puisqu'on paye beaucoup en cash aussi sur des transactions de plus faible valeur. Mais c'était pour vous donner aujourd'hui une image globale. Donc, 36 000 milliards sur cette partie de commerce physique. Pour aller un peu plus loin, il y a deux gros marchés aujourd'hui, les US et la Chine. Si on combine les deux marchés aujourd'hui sur la partie de paiement en ligne, donc si on combine les USA et la Chine, donc ça veut dire 4 200 milliards. Donc c'est plus de 50% du marché sur l'e-commerce. Et sur la partie vraiment paiement physique, on est à peu près à 18 000 milliards sur la Chine et les US. Donc c'est pareil, c'est plus de 50% du marché à l'heure actuelle. C'est quand même incroyable de se dire que l'idée, c'est de capter les petits pourcentages de tous ces flux et c'est comme ça qu'ils posent leur business. Tu prends tes marges, tes commissions, c'est vraiment sur un pourcentage du total du chiffre d'affaires, mais qui est vraiment, comme tu le vois, très important. En France, si on regarde aujourd'hui comment on paye, aujourd'hui, la France est dominée par les paiements par carte, que ce soit des cartes de crédit ou des cartes de débit, majoritairement des cartes de débit ou à débit différés en France. Et puis, vous avez les wallets aussi qui montent en flèche. Donc, quand je dis wallet, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais tout ce qui va être Apple Pay, Google Pay, PayPal, etc. Comme vous voyez en bas, vous avez tous les exemples. Si vous voulez ce rapport, avec plaisir en tout cas pour qu'on le partage avec Hippolyte sur la communauté, sur Slack ou même en direct avec vous. Si j'en reviens aussi à la taille du marché, sur le B2B, on paye différemment que sur le B2C. Donc, c'est un marché qui est beaucoup, beaucoup plus important. On parle à l'heure actuelle, sur les chiffres que j'ai trouvés, de 88 000 milliards de dollars. Et sur le B2B, en tout cas, on va payer principalement par virement, par prélèvement et un peu par carte. Donc voilà, c'était pour vous poser un petit peu aujourd'hui les chiffres et un petit peu à quoi ressemble le marché dans sa big picture. Et puis après, en termes d'acteurs, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Vous allez avoir des méthodes de paiement que vous allez retrouver sur différents marchés. Donc, par exemple, en France, vous allez tous connaître les paiements de Buy Now Pay Later, type Alma, Honey, de financement, des paiements par carte, des paiements par wallet. Donc, vraiment des méthodes de paiement, on va dire, diverses et variées, mais qui sont uniques. Vous allez aussi avoir après des acteurs de paiement, donc des PSP, qui vont agréger plusieurs méthodes de paiement pour proposer justement aux marchands d'avoir une intégralité de l'offre. Et vous avez également des acteurs qui vont proposer ce qu'on appelle des terminaux de paiement, donc du point of sales, pour justement permettre de payer en magasin. C'est pour ça que vous pouvez avoir deux approches, soit vous proposez l'un ou l'autre, ou alors les deux en même temps. Et dans ce cas-là, on parle de paiement omnicanal pour justement aider les commerçants et les marchands à gérer mieux leur paiement dans leur intégrité, que ce soit en magasin ou en ligne. Ok, très clair. Merci d'avoir posé du coup les bases pour bien comprendre tout l'écosystème. Mais si on revient du coup sur un focus plus partenariat, est-ce que tu peux me donner peut-être un aperçu de quels sont les différents types de partenaires dans le paiement ok, tu peux faire face lorsque tu dois aller démarcher des acteurs. Ouais, peut-être une petite digression avant de parler de ça, c'est globalement, aujourd'hui sur le paiement, on est sur quelque chose qui doit être assez, en tout cas invisible et assez facile d'utilisation pour les clients finaux. Donc globalement, il y a beaucoup d'intégration qui peut se faire autour du paiement. Et donc moi, en tout cas, j'ai connu beaucoup de partenariats d'intégration autour de tout ça parce que forcément, tu dois avoir une solution qui est fluide et facile d'utilisation pour tes clients finaux. Et donc, ça drive forcément les partenariats dans ce sens-là. Ma structure et de manière générale, ce que je vois, c'est plutôt les segmenter en deux grandes parties. La première, ce serait pour moi les partenariats technologiques qui vont être divers et variés. Donc, pour vous donner des exemples, des partenariats technologiques type caisse enregistreuse, voilà, tous les logiciels de caisse pour justement faciliter
l'intégration du paiement. Et pour vous donner un exemple, c'est-à-dire qu'un serveur qui serait dans un restaurant peut à la fois prendre sa commande sur son terminal, mais aussi initier le paiement depuis ce même outil. Donc, faciliter la vie justement du restaurateur, des clients, et aussi faciliter, je dirais, éviter les erreurs que tu peux avoir derrière. Pareil, tu vas le retrouver sur tous les outils e-commerce, marketplace, type PrestaShop, Shopify, Adobe, etc., où tu peux aller créer justement des connexions, des connecteurs, des plugins pour justement préintégrer ta solution et vraiment la proposer plus facilement aux clients de ces solutions-là. Tu peux aussi avoir mais je le vois de plus en plus, des outils de facturation où quand tu envoies ta facture, tu peux proposer éventuellement un lien de paiement à l'intérieur pour justement aller payer. En fait, tous les partenaires technologiques peuvent, en fonction de leur typologie, peuvent éventuellement proposer du paiement et c'est très intéressant. On y reviendra à la fin, notamment avec cette partie, je dirais, d'embedded finance qui aujourd'hui va prendre une part très, très importante. C'est de pouvoir proposer la finance embarquée, des services de paiement embarqués aux clients. Et ça a une vraie valeur ajoutée parce que vous proposez un tout en un dans votre outil et ça peut doubler, tripler, voire quadrupler les revenus d'après les études que j'ai lues récemment. Dans une deuxième étape, on a aussi ce que j'appelle moi les partenaires plutôt solutions ou de services, donc qui vont être vraiment des personnes qui vont graviter autour de vous. J'en ai oublié un qui est important aussi auparavant, c'est tout ce qui est agence. Donc les agences qui vont avoir une expertise autour, tu vois, par exemple, de Shopify, PrestaShop, Adobe, et donc qui, eux, vont aussi avoir une connaissance profonde de l'outil et vont aussi amener des outils supplémentaires marketing pour vraiment apporter un vrai succès à la plateforme. Et donc après, sur vraiment les prestataires, je dirais plutôt solutions, moi, j'ai retrouvé souvent aussi des consultants, des cabinets de consulting, plusieurs dans l'écosystème, par exemple, avec qui j'ai travaillé, pour vous les nommer Redsen, The Trace. On avait aussi travaillé avec PMP Stratégie, Rhapsody, donc qui sont des cabinets spécialisés dans l'univers du paiement. Vous avez aussi des associations qui vont graviter dans cet univers-là et peuvent vous amener de la visibilité. Donc là, on rentre un peu plus sur l'aspect partenariat marketing, mais ça gravite dans notre écosystème. Et puis, vous avez également des intégrateurs qui vont avoir un rôle plutôt techno pour intégrer les solutions de paiement. Et bien évidemment, on a aussi des acteurs de paiement qu'on peut intégrer aussi entre nous. Et donc aujourd'hui, on peut tous intégrer des solutions de l'un ou de l'autre pour justement amener plus de valeur ajoutée au client final. Ok. Et est-ce que du coup, tu peux donner, pour être un peu plus concret, est-ce que tu peux nous donner un exemple que toi, tu as rencontré du coup de gros partenariats chez Lemonway? Tu m'avais parlé, quand on avait préparé du coup l'épisode de la Société Générale. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus pour pouvoir illustrer finalement du coup un gros partenariat du coup stratégique et quel était un peu le rôle de ce partenaire et quel était votre rôle aussi du côté Lemonway? Peut-être pour expliquer le contexte, chez Lemonway, donc Lemonway est une solution de paiement dédiée pour les places de marché, les marketplaces, et s'appuie sur notamment des prestataires bancaires pour sécuriser notamment les fonds collectés. Puisque c'est de la collecte pour compte de tiers, on vient collecter de l'argent et sécuriser les fonds en attendant que ces fonds soient redistribués derrière à des vendeurs tiers qui viennent justement vendre leurs produits sur les plateformes. Et donc, de ce fait, quand je suis arrivé chez Lemonway, il y avait déjà une expérience qui était réussie avec la BNP, où BNP était un prestataire de Lemonway, mais également un apporteur d'affaires. Et un bel apporteur d'affaires, puisqu'on avait signé des comptes comme Decathlon, SNCF, aussi, grâce notamment à ce partenariat-là. Et donc, moi, de base, en tant que chasseur, en arrivant dans ce rôle-là, les banques faisaient partie de mon IPP. Donc, vraiment, parmi mon IPP, il y avait les banques, quoi. Donc, vraiment des gros acteurs. Donc, j'étais déjà en contact avec une bonne majorité d'entre eux. Et en fait, en avril 2022, on a été contacté justement par deux cabinets de conseil, en l'occurrence PMP Stratégie et Rhapsody, qui accompagnaient la Société Générale, qui cherchait à avoir une solution de paiement pour les marketplaces sur l'univers du B2B en Europe de l'Ouest. Et donc, ça a été un partenariat qui a été très structurant et qui a été aussi, je dirais, enrichissant que parfois complexe à mettre en place, puisque globalement, on arrive avec une banque avec plus de 30 000 employés, avec une fintech de 150 personnes. Et donc, comment ça s'est passé? Premier rendez-vous, globalement, on prend la température déjà des deux côtés, on fait connaissance. D'un côté, il voit qu'il y a une expérience réussie avec la BNP, donc globalement, ta crédibilité, tu la construis assez rapidement autour de tout ça. Et de l'autre côté,
Ce qui peut parfois être gênant pour des plus petites structures, c'est d'être sûr d'avoir un vrai engagement de la banque, parce qu'on peut vite se disperser et se dire, OK, là, on étudie le marché et on n'y va pas forcément à fond. Et là, il y avait un vrai engagement, il y avait une vraie volonté d'aller de l'avant, il y avait des use cases qui étaient prêts à être mis sur la table, en tout cas une volonté d'engager les équipes dans ce processus-là. Donc globalement, le processus de rencontre et de détermination de qui allait faire quoi a duré, je dirais, environ 3 mois. Donc assez simple. Donc juste avant l'été, on a eu la confirmation qu'on était choisi pour être le prestataire qui allait proposer cette solution. Et on parle d'un partenariat vraiment assez, ambitieux à plusieurs niveaux. Donc aussi bien d'un point de vue commercial avec plus de, je dirais, de 300 à 500 clients qui sont targetés sur l'Europe de l'Ouest, mais également des intégrations de produits, puisque la Société Générale voulait justement des intégrations de leurs produits au sein de Lemonway. Donc là, on arrive vraiment, comme tu vois, à avoir une multitude d'équipes qui arrivent dans ce partenariat. Donc le produit, la tech, les opérations, les sales. Et donc là, tu vois que ça va vraiment devenir structurant et qu'il faut consolider tout ça. Ensuite, une période de contractualisation où l'équipe légale a eu quelques allers-retours avec l'équipe de Société Générale. Et quelque chose que j'ai pas mentionné auparavant, mais également, on a eu énormément d'allers-retours sur la partie compliance, puisque aujourd'hui, le paiement est aussi quelque chose de très régulé. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner. On ne peut pas faire n'importe quoi dans cet univers-là. Il y a des règles, que ce soit avec la DSP2, donc la directive sur les services de paiement, mais également la CPR qui donne des accréditations. Donc, il y a vraiment des règles très strictes à respecter. Et donc, il y a eu un vrai audit de Société Générale sur les Lemonway pour s'assurer qu'on était compliant et qu'on pouvait justement servir leurs clients. Donc ça a été une énorme partie. Et finalement, le vrai contrat, puisqu'on avait signé ce qu'on appelle un MOU historiquement, donc un Memorandum of Understanding, a été signé 1 an après le premier contact. Donc, on a signé le contrat, je crois, fin mars, avril 2023 pour un premier rendez-vous qui a été fait en avril 2022. Et après, donc, s'ensuit de nombreux challenges supplémentaires. Former les équipes Société Générale à qu'est-ce qu'une marketplace versus un e-commerce. Pourquoi, du coup, cette solution est bonne pour eux. Qu'est-ce qu'ils y gagnent financièrement. Et donc là, on parle de plus de 1000 personnes formées. Et donc là, tu dois t'organiser en interne puisque globalement, encore une fois, tu parles de 1000 personnes à former, mais toi, tu es 150 et dans le département, à ce moment-là, on était 2. Donc, il y a vraiment une organisation à trouver pour qu'elle soit cohérente et concrète. Et là, on a vraiment été challengé aussi bien en interne qu'en externe. Mais on a vraiment, je dirais, plutôt bien réussi cette partie-là. S'ensuit après aussi des rencontres entre ce qu'on appelle des cash managers, donc des gens qui vont avoir la relation avec le client, et puis les sales côté Lemonway, pour justement créer des relations et dire, voilà, moi je travaille sur Lactalis, je travaille sur Peugeot, il y a peut-être un projet de marketplace, voilà comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et puis viennent, je dirais, les premiers use cases où tu commences à pitcher des clients et aussi à avoir des recommandations de la Société Générale auprès de clients existants, enfin en tout cas de prospects existants, pour justement appuyer ton offre et dire, écoutez, moi je viens de signer un partenariat avec Lemonway, ils sont compliant, ils sont bons, c'est mon acteur, choisissez-les. Et donc ça, il ne faut pas négliger aussi l'influence que peut avoir ce type de partenaire. Toi, tu vas amener la technologie vraiment et ton produit, et eux, ils vont aussi amener, je dirais, ce côté rassurance et une base de données clients qui est juste énorme. Voilà pour parler de ce partenariat-là. Et donc, moi, quand j'ai quitté Lemonway, les premiers deals vraiment arrivaient sur la table. Donc, c'est pour vous dire que ce sont des deals très structurants, longs à mettre en place, mais qui sont vraiment aussi des game changers pour une fintech s'ils sont bien réalisés. Mais du coup, juste pour rappeler, en fait, ça met combien de temps entre le premier contact, valider du coup le contrat ensemble vers premier contact, négociation, signature du coup du contrat, et ensuite tu commences à avoir tes premiers résultats. T'as mis quoi en fait? C'est quoi? C'est 1 an et demi en fait finalement. Oui. Ouais. En 1 an, je dirais, pour vraiment structurer le partenariat et notamment cet aspect compliance qui a été, je dirais, un vrai enjeu, hein, puisqu'il y a eu énormément d'allers-retours à checker justement toutes les règles de compliance, de KYC et autres. Donc ça, c'est énormément aussi de pression que tu mets sur tes équipes en interne. Et ça c'est pas à négliger. Ça, c'est vraiment un point qu'il faut que vous ayez en tête. Globalement, aujourd'hui, vous impliquez énormément d'équipes sur ce type de partenariat. Le produit, ce que je disais pour l'intégration, les opérations pour le suivi, comment tu vas gérer aussi tes suivis clients. Mais la compliance, c'est vraiment un sujet énorme dans le paiement. Et sur ce type de partenariat, en tout cas, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère, bien au contraire.
Ouais, c'est clair. Attends, ça me fait poser une question avant de passer du coup à la suite, puisque tu parles d'un gros enjeu qui est l'alignement, sachant que là, on est sur une culture différente. T'as d'un côté une culture très startup, tech, et de l'autre, le mastodonte, la banque traditionnelle historique. Comment est-ce que du coup, enfin, tu me parlais d'alignement, mais comment est-ce que tu as réussi à créer une culture commune pour, en fait, être le chef d'orchestre entre ces deux cultures complètement différentes, ces deux typologies, entre guillemets, de, d'équipes différentes. Pardon, du coup, je pars un peu loin, mais comment est-ce que tu as réussi à créer une culture commune et créer un alignement entre ces deux blocs? Bah, globalement, ouais, très, très bonne question, mais globalement, tu as les valeurs humaines qui déjà doivent se ressembler. Et donc, beaucoup de choses va passer par l'humain. Donc, vraiment s'aligner et s'assurer que les valeurs du groupe Société Générale sont alignées avec tes valeurs. Et là, en l'occurrence, bon, on avait un alignement de valeurs et une vision, en tout cas, de comment servir les clients et le B2B qui était vraiment similaire. Donc, globalement, tu trouves un alignement qui est bon. Le deuxième point, c'est de ne pas se dévaloriser face à ce type d'acteurs. Globalement, tu vois, tu pourrais dire, tiens, je suis le petit, j'ai 150 personnes, ils sont 35 000. Certes, mais aujourd'hui, s'ils font un appel d'offres, s'ils ont une consultation, c'est qu'ils savent pas faire. Et toi, tu arrives avec une vraie solution et en plus avec une expertise qui est prouvée parce que tu l'as déjà fait avec un gros acteur comme BNP. Donc, au contraire, tu es plutôt en position de force. Et donc, c'est rester humble par rapport à ça, mais ne pas aussi se dire, je suis le petit dans l'histoire. Non, j'ai une vraie carte à jouer, j'amène une vraie valeur et eux, je leur permets aussi d'accélérer. Et après, si tu veux, comment on a géré tout ça? Un meeting hebdomadaire où on se disait, voilà ce qu'on a fait, voilà où on en est. Donc, on avait déterminé un scope précis avec des phases de release et de se dire, à telle date, on doit avoir validé la compliance. À telle date, on doit avoir validé le memorandum of understanding. À telle date, on doit avoir validé le contrat. Forcément, tu as toujours des petits décalages et tu prends un peu de retard, notamment sur ces sujets de compliance, mais on a quand même plutôt bien tenu l'échéancier. Et donc, c'est vraiment ce qui a vraiment structuré et permis d'avancer, c'est ces meetings hebdomadaires aussi où on se parlait. On disait, voilà, là, on est là, là, on est là. Tiens, ça n'a pas avancé. Qu'est-ce que tu fais pour le faire avancer? Et il faut dire que c'est ce que je te disais. Parfois, tu prends la température chez les banques, c'est dur à mettre en place. Mais là, on avait vraiment des personnes brillantes chez la Société Générale qui nous ont aidés, qui étaient vraiment très impliquées dans le partenariat aussi. Donc ça, c'est un atout parce que tu accèdes à des niveaux hiérarchiques très forts. Et le sponsor était quelqu'un du COMEX. Donc ça remontait vraiment très haut pour pousser ce partenariat entre les deux parties. Ok, ouais, très clair. Si on peut commencer à parler du coup peut-être au niveau stratégie et faire un lien avec, du coup, tu parlais de, voilà, il y a plein d'interlocuteurs différents qui sont un peu les bons, enfin, quels sont les bons personas pour établir un partenariat du coup dans l'univers du paiement? Alors, tout dépend de la taille de société, mais globalement, j'ai rarement vu une société dans le paiement ou autre sans partnership manager. Donc, déjà, tu as tes homologues qui vont comprendre ce que tu fais et tu comprends leur métier. Donc, ça facilite l'entrée. Donc, ça, c'est le premier point. Et donc là, tu peux avoir vraiment des discussions franches et directes et de se dire, bon, bah, il y a quelque chose à faire ou non. Les deuxièmes, c'est des responsables produits ou aussi, bah, voilà, tu vas venir intégrer éventuellement ta solution chez eux. Donc là, tu vas avoir des techniciens, aussi bien d'un point de vue produit, mais également des techniciens purs et puis au niveau du paiement pour justement se dire comment est-ce qu'on peut structurer le partenariat, comment est-ce qu'on peut le mettre en place et l'intégrer facilement. Donc ça, c'est les deux que j'avais en priorité. Et après, ça peut remonter très haut, puisque c'est comme je viens de te dire, sur ce type de partenariat, c'est des deals qui sont game changers pour un peu tout le monde. Donc ça remonte même parfois au CEO. Moi, j'ai eu affaire à des CEO de grandes boîtes pour justement finaliser ou en tout cas discuter de partenariats qui étaient vraiment structurants pour les deux sociétés. Ouais, très clair. Pourquoi créer une stratégie de partenariat et quels sont du coup les bénéfices selon toi? Alors, j'en reviens à ce que je disais aujourd'hui. Le paiement, c'est quelque chose qui doit être fluide, qui doit être le plus simple possible pour le client final. Globalement, tu dois aller t'intégrer sur des partenaires technologiques. Tu dois pouvoir aussi agréger éventuellement d'autres solutions de paiement. Si tu fais que de la carte, tu te dis, attends, bah, j'aurais peut-être besoin de Buy Now Pay Later, de mettre du Apple Pay, du Google Pay. Donc, tu as besoin d'agréger tout ça pour amener la meilleure expérience possible à ton client, la plus simple et la plus adaptée. Et donc, de ce fait, tu vas devoir aller driver vraiment du business sur des partenaires tiers, et notamment des partenariats technologiques. Et donc là, tu as un vrai bénéfice à aller intégrer ta solution chez eux, puisque tu te trouves avec une solution qui est tout en un, qui est un peu plug and play, même si tu as toujours des ajustements à faire, mais c'est assez plug and play.
Et donc, le bénéfice primaire, il est là, c'est que tu arrives avec une solution qui est simple, intégrée, et qui va pouvoir parler directement au client final et le rassurer aussi, puisque finalement, tout sera dans son environnement existant avec quelque chose qu'il connaît. Donc, le bénéfice, il est pour toi, puisque tu vas t'intégrer quelque part et tu sais que tu vas avoir du revenu, mais il est aussi pour le partenaire technologique qui, du coup, va derrière être, comment te dire, avoir une approche plus consolidée et plus directe avec ses clients. Et donc, ça simplifie forcément ses opérations. Et puis, forcément, derrière aussi, tu as, tu vois, ce que je parlais tout à l'heure, des cabinets de consulting. Eux, en parlant de paiement ou autre, ils vont pouvoir aussi vendre un peu plus de jours hommes. Donc, voilà, tout le monde y trouve son compte au final. Ouais, très clair. Et tu as un peu des tips du coup sur les étapes clés pour mettre en place un partenariat du coup? Alors, comme je disais, c'est un univers qui est vaste en fonction de ce que tu proposes comme solution de paiement. Je dirais le plus important pour moi, c'est de bien comprendre son produit, de bien comprendre à qui tu vas l'adresser, quels sont tes clients, pour derrière déterminer ce qu'on disait, ton IPP, donc ton Ideal Partner Profile. Donc ça, pour moi, c'est la première étape, c'est bien structurer et comprendre de là où tu vas. La deuxième, c'est à mon sens de faire une liste qui soit assez large des acteurs, tu vois, qui sont dans ton IPP et que tu auras pu justement lister, et puis de faire des interviews avec eux, de voir avec qui justement tu partages des valeurs communes, avec qui tu vas pouvoir faire du business, avec qui tu vas pouvoir t'intégrer peut-être plus facilement. Moi, ce que j'aime bien aussi, enfin voilà, c'est un basique du partenariat, mais c'est donner pour recevoir. Donc globalement, venir avec un use case sur la table, pour établir un partenariat, je trouve ça vraiment idéal et génial, puisque vraiment ça va structurer tout de suite l'approche et tu vas amener tout de suite de la crédibilité aussi. Donc c'est vraiment ça pour moi, c'est bien établir, bien comprendre ton produit, établir ton scope, avoir une liste de partenaires, les identifier, les interviewer, choisir avec qui tu vas faire du business. Et puis après, comme toujours, hein, c'est la contractualisation et aussi de l'humain et du tracking de data pour s'assurer que ce qu'on a mis en place est cohérent et que ça génère du business et des opportunités pour les deux parties. Ouais, ok. Et dès que tu as commencé du coup à mettre en place, enfin dès que tu as commencé à signer un partenariat, quelles sont un peu toi du coup enfin, pardon, quelles sont les actions selon toi du coup tu peux attendre d'un partenariat? Tu veux dire les actions que tu mets en place une fois que le partenariat est signé? Dès que le partenariat du coup est signé, quelles sont les actions du coup que toi tu mettrais en place? Enfin, si tu as quelques tips à partager. Une problématique que moi j'ai eue et que j'ai pas totalement résolue, tu vois, sur cet aspect paiement, c'est globalement quand tu travailles avec des acteurs technologiques, ils arrivent aussi avant toi dans le cycle de vente. Donc ils ont un intérêt financier à t'intégrer, mais ils sont aussi intéressés, tu vois, à tes commissions ou à ton MRR que tu gagnes tous les mois pour justement avancer. Donc ça, si tu veux, c'est un point qui pour moi est important. C'est comment est-ce que tu arrives à justement amener aussi des leads à tes partenaires. Ce que je te disais, donner pour recevoir. Mais les actions que je mettais en place avec mes équipes, globalement, c'était avec les plus gros des business reviews très fréquentes pour justement piloter le partenariat, rencontrer les équipes. Il y a quelque chose qui marche très bien sur le paiement, c'est de pouvoir faire rencontrer les équipes sales entre elles. Mais je te dis sur le paiement, mais globalement, ça marche, je pense, une bonne partie des secteurs et partenariats. Donc, faire rencontrer les équipes sales entre elles pour établir du lien, parler justement de ce qu'elles font. Et puis, vraiment garder cette approche ciblée de tracking de données pour s'assurer du coup qu'on va dans le bon sens. Ok, c'est super clair. Peut-être un peu pour finir du coup sur la discussion, comment est-ce que toi tu vois évoluer le secteur et les nouvelles opportunités du coup dans le paiement, toi qui as vu quand même pas mal de choses au travers de Lemonway? Alors moi, je vois plusieurs choses. Une qui m'excite plutôt en ce moment, c'est tout ce qu'on appelle embedded finance. Donc j'en ai parlé un peu au début, mais c'est le fait de proposer des services financiers à travers des plateformes. Et donc ça, j'y vois un potentiel énorme. Il y a une étude récente qui est sortie entre Adyen et le BCG qui montre que c'est un potentiel de 185 milliards. Et donc avec aujourd'hui, je crois, 20% seulement du marché qui est adressé. Une autre stat qui est intéressante dans cette étude, c'est que globalement, intégrer ou mettre en place ce type de service financier dans votre plateforme SaaS peut tripler, voire quadrupler les revenus, ce que je trouve assez fou. Et globalement, c'est cette partie-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Finalement, c'est proposer une multitude de services. Donc, je vais vous donner l'exemple. Par exemple, il y a Shopify qui, il y a 2 ans, a lancé Shopify Payments en s'appuyant derrière sur Stripe en
en marque blanche. On a récemment, il y a eu quelques news sur l'écosystème, mais Miracle qui travaille avec MangoPay pour justement toute la partie paiement, payout au niveau de leur plateforme. On a Adyen qui a récemment annoncé aussi des partenariats avec Brevo pour l'émission de cartes et mettre aussi, proposer des liens de paiement dans les factures. Ou encore récemment Adyen et Spendesk. Donc en fait, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Ça marche aussi sur le B2C et le financement. Par exemple, un de facto qui va pouvoir s'intégrer chez Conto, que tu as reçu la semaine dernière, il y a 2 semaines, où justement on propose une solution de financement à des PME et à des entrepreneurs. Il y a une énorme valeur, en tout cas pour moi, sur l'embedded finance aujourd'hui. Le deuxième point que je vois, c'est tout ce qui est plutôt stablecoin, lié à l'univers plutôt des crypto-monnaies. Donc un stablecoin, qu'est-ce que c'est? C'est un jeton qui va avoir l'équivalent d'une monnaie fiduciaire. Donc 1 euro égale un jeton qui sera émis par une société privée. Donc c'est l'équivalent, ça a la même valeur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés privées qui ont lancé leur stablecoin et globalement, ce que je vois, c'est ces méthodes, l'utilisation de stablecoin, notamment dans le B2B, va te permettre de payer beaucoup plus rapidement et d'avoir des échanges beaucoup plus rapides et aussi de faciliter le change entre différents stablecoins. Donc, tu vas vite pouvoir switcher de l'euro au dollar et vice-versa sur plusieurs devises. On a un exemple récent, par exemple, c'est Stripe qui a racheté Bridge pour 1 milliard, donc une plateforme crypto, plateforme de stablecoin. Donc, ça montre bien l'engouement et tout ce qu'il y a derrière. On a aussi un champion français en France qui s'appelle Fipto, qui propose ce type de service également. Et moi, je vois une vraie valeur ajoutée, en tout cas dans le futur, pour le B2B, à utiliser les stablecoins pour faciliter les échanges versus aujourd'hui, où on paye un virement international, c'est plusieurs jours, c'est plusieurs dizaines d'euros. Et là, on parle de quelques millisecondes et quelques centimes pour échanger justement de la valeur. Un autre point que je vois, c'est l'optimisation, en tout cas la croissance de l'open banking, donc qui est là depuis plusieurs années maintenant. Donc l'open banking, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir faciliter aussi les paiements, notamment par quelque chose qui s'appelle le service d'initiation de paiement, donc qui va être dans l'expérience assez similaire à un paiement par carte. Vous allez être redirigé vers votre espace bancaire pour réaliser un paiement et en 1 ou 2 clics que vous faites sur la plateforme, le paiement est validé. Ça, j'y vois une progression, même si elle est lente, parce qu'aujourd'hui, les marchés qui sont matures sur la carte restent globalement des marchés utilitaires de la carte. Il y a une croissance et il y a quelque chose qui est en train de prendre, mais je le vois prendre quand même un peu plus lentement que les autres que je t'ai cités auparavant. Et enfin, il y a un élément majeur aussi qui arrive en France en 2026, c'est la facture électronique qui va du coup permettre notamment à l'État d'avoir un meilleur contrôle sur tout ce qui est TVA ou autre. Et donc, dans ces factures électroniques, tu pourras très facilement intégrer des liens de paiement ou autres. Donc là, très clairement, tu vois que tu as aussi une optimisation et une possibilité d'aller mettre du paiement un peu partout pour faciliter les échanges et faciliter la collecte du paiement derrière. Ok, ouais, très clair. On va passer après, du coup, on va passer à une session de coup de Q&A. N'hésitez pas à partager du coup directement vos questions dans le chat. Je vois il y en a eu plusieurs, notamment Flore. On vous laisse peut-être quelques minutes pour les poser. Avant d'entamer du coup cette session, Maxime, est-ce que tu peux nous partager peut-être des recommandations d'événements ou de salons pour retrouver du coup ces partenaires du secteur quand on préparait du coup l'épisode? Tu m'as parlé notamment d'un. Je veux bien que du coup tu nous présentes rapidement et que tu nous parles de ton expérience. Ce qu'on faisait où tu retrouves l'écosystème du paiement, donc il y a des événements autour du retail comme Paris Retail Week, Tech for Retail, donc généralement en septembre, octobre, notamment le novembre, je crois que c'était novembre la dernière session, où tu vas retrouver tout l'écosystème. Tu as aussi One to One Monaco, qui est un super événement où tu rencontres des décideurs, et donc là, il y a quand même beaucoup d'acteurs du paiement qui sont présents, et c'est un super event. En tout cas, moi, celui que je recommande, que j'ai eu l'occasion de faire une fois et qui est juste extraordinaire, c'est Money 2020 à Amsterdam, qui est vraiment pour moi la messe du paiement et du secteur bancaire, c'est un service financier dans sa globalité. Et à l'époque, j'ai pu rencontrer vraiment des sociétés avec qui on a eu des vrais gros échanges derrière, comme JP Morgan ou une filiale de Santander. Donc, pour moi, c'est vraiment l'endroit, en tout cas, où il faut aller pour se faire voir. C'est un événement qui est mondial.
On le retrouve notamment à Las Vegas chaque année aussi. Et je crois que c'est en Asie, à Bangkok, l'an prochain, qui sera en 2025. Ok, et t'as un petit tips à partager pour les partnership managers? Moi, le tips que je pourrais donner, bon, il y en a beaucoup, mais je dirais en numéro un, c'est soyez simple. Parfois, on a la volonté de se focus sur beaucoup trop de partenariats. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que mon 80-20 était vrai, quoi. Donc, c'est-à-dire que vraiment 20% de mes partenaires amenaient vraiment 80% de mon business. Donc, c'est vraiment au début et même après se focus sur les partenaires qui, du coup, vous amènent vraiment de la valeur et à qui vous en amenez aussi, hein, mais vraiment avoir un focus très précis. Et globalement, le deuxième sur l'univers du paiement, c'est être assis à la bonne table, si je peux dire ça comme ça. Donc, vraiment avoir un bon réseau interne. Voilà, je vous parlais justement de la compliance, produits, des opérations. Il faut vraiment avoir des supports et être sûr que notre stratégie, elle va être acceptée. Sinon, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Et moi, j'avais la chance, en tout cas chez Monway, d'avoir un CEO et un Chief Commercial Officer qui était pro-partenariat. Donc forcément, ça facilite les échanges internes. Ouais, c'est clair. Les partenaires, je pense que tu l'as évoqué du coup sur la vision à venir de l'écosystème avec l'Embedded Finance. Et c'est clair que les partenariats, c'est, je pense, la stratégie entre guillemets pour les acteurs du paiement. En l'occurrence, sur l'intégration, effectivement, beaucoup l'Embedded Finance. Et pour ça, il faut avoir un bon alignement interne, démontrer assez rapidement du coup la valeur du coup des partenariats entre guillemets en termes de vision à venir pour effectivement développer du coup cette culture interne, faire en sorte que tu sois le bon chef d'orchestre. Et donc on va passer du coup à la partie du coup Q&A. Donc on a une première question du coup comme je disais de Flore, qu'elle disait donc là on parle de gros partenariats stratégiques, souvent avec intégration technique, mais les partenariats sont censés pouvoir renforcer une tech sur toute sa client journée du branding jusqu'à la fin. Pour vous deux, c'est vrai, exemple concret, ou c'est juste des bénéfices secondaires des partenaires stratégiques, genre co-marketing et voilà. Non, non, c'est totalement vrai. C'est une très bonne question, Flore. Et c'est vrai, avec les partenariats, tu renforces aussi ta base de clientes existantes. Exemple sur le paiement. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir, pour certaines typologies de marchands, une multitude de méthodes de paiement parce que l'utilisateur va peut-être vouloir payer plus en Apple Pay qu'en Google Pay ou alors en Buy Now Pay Later plus avec Alma que Honnête. Et donc aujourd'hui, non, c'est hyper important aussi pour tes clients existants parce que tu peux les fidéliser et renforcer la relation que tu as en intégrant par exemple d'autres méthodes de paiement qu'ils n'auraient pas aujourd'hui ou alors en ajoutant un autre service. Donc non, non, là pour le coup, ça fonctionne sur toute la customer journey. Et après, oui, sur le marketing aussi, j'en ai pas parlé, mais en tout cas avec les partenaires, bon, t'as le truc un peu bateau d'aller faire du livre blanc à deux, ce qui est, voilà, c'est basique, mais après, tu peux participer à un événement à deux pour justement amener quelque chose de concret et de dire, voilà, moi je travaille sur ça, toi tu travailles sur ça, on y va ensemble et puis on pitch justement une offre commune. Donc non, tu vas retrouver vraiment l'ensemble de la chaîne auprès de tes partenaires et notamment sur le paiement. Ouais, et puis même pour illustrer tout ça, dans un partenariat, on met toujours au centre et au cœur du réacteur le client. Quand tu as bien posé du coup la valeur de chacun, toi tu as le client et en fait, toi, tu apportes du coup de la valeur sur cette partie et ton partenaire sur celle-ci. Comment est-ce que du coup tu apportes de la valeur en commun? Et donc c'est là où en gros tu vas pouvoir booster au niveau marketing et avoir une belle histoire à raconter, que ce soit du coup sur l'aspect du coup marketing, sur les événements, etc. Elle a posé aussi une autre question qui est comment on priorise tous les partenariats à faire, enfin possibles à faire, sachant que du coup, c'est ce qui met en lumière, toi, le conseil que tu partageais sur le 80-20, sur cibler certains partenariats. Est-ce que du coup, toi, tu peux, je te laisse prendre du coup la question et développer un peu plus. Ouais, moi je dirais, tu vois, moi mon approche c'était de dire, j'ai regardé ce qui marchait déjà. Et donc, l'exemple que j'ai donné sur la Société Générale, même si c'était un gros partenariat, c'est de te dire, aujourd'hui, tu as quelque chose qui est fort, qui était fort avec la BNP, ça marchait bien, il y avait des gros clients qui nous étaient apportés, il y avait des intégrations. Et donc, c'est bien identifier ce dont tu as besoin de ton client, ce que tu viens de dire, Hippolyte, hein, puisque c'est vraiment la base finale, mais aussi de définir ton IPP, donc vraiment ton partenaire idéal, et de se dire, je vais pas faire 200, 300 partenariats, c'est de dire, je vais cibler ceux-ci, il me semblait plus pertinent et plus prometteur pour ma société, et de les travailler bien. Plutôt que de se dire, je vais faire 100 partenariats, et ça va être, je te disais, un coup d'épée dans l'eau pour peut-être 90 ou 95 d'entre eux. Donc, c'est bien, bien cibler
ton produit, bien cibler ce qu'a besoin ton client, bien comprendre ce qui marche déjà, et après, tu n'as plus qu'à le reproduire. Et si tu es dans une phase de découverte, en tout cas, l'idée, c'est de découvrir ton écosystème en voyant qui a le même client commun que toi et qui, du coup, va pouvoir t'amener le plus de valeur et amener le plus de valeur commune à ton client. Ouais, c'est clair. Je rajouterais peut-être aussi un élément, c'est arriver à déceler assez rapidement l'alignement du coup avec le partenaire. Et quelle est du coup lui la valeur, du coup la proposition de valeur qu'il veut apporter, quelle est l'énergie, quel est le temps qu'il veut consacrer, quelles sont les équipes qu'il veut mettre en place. Ça permet aussi de pouvoir prioriser, puisque si ton partenaire n'est pas motivé et en tout cas il veut pas y mettre des objectifs du coup concrets, de l'énergie et des moyens, ça permet de se dire bon, on va avancer avec celui-ci ou celui-là, quoi. Claire pose la question, quels outils as-tu mis en place avec la Société Générale pour le tracking des KPIs? C'est vrai que du coup, ça, c'est un sujet qui revient souvent du coup sur le tooling. Ouais, alors on n'avait pas forcément d'outils en commun parce qu'après, le secteur bancaire, tu sais, aussi très fermé, ils ont leurs outils ou autres. Ce qu'ils nous ont demandé, en tout cas, Société Générale, à l'époque, il y avait un premier point, c'était ils ont un outil où ils centralisent l'ensemble de la donnée pour leurs clients. Voilà, t'imagines que ils ont peut-être 20, 30, 40 produits à vendre. Et après, il faut tout consolider sur un endroit. Donc, il y avait un petit point déjà qui était pour le client, aller centraliser de la donnée à un seul point pour qu'il retrouve sa volumétrie, ce qu'il a fait, etc. Et puis après, entre nous, on a mis en place des KPI, donc vraiment, tu vois, le nombre de deals apportés, le volume qui était généré derrière par ces leads, le nombre de rendez-vous communs qu'on faisait. Et aussi, il y en avait d'autres sur des actions, tu vois, plutôt marketing, communication qu'on avait mis. Après, sur le tracking, si tu veux, comme moi, je suis parti et que on va dire, les premiers résultats commençaient à arriver, on était en phase, je dirais, de ramp-up aussi pour voilà, vraiment suivre ce tracking-là, puisque ça prenait du temps. Et les KPI qu'on a mis en place, c'est ceux que je viens de te citer juste avant. Ok, très clair. On a une question de Frédéric que je trouve super intéressante. Ça met un peu en lumière beaucoup de choses, je pense, chez les acteurs du coup d'écosystèmes, enfin d'écosystèmes régulés comme le paiement et les acteurs financiers. Le paiement est une industrie plutôt régulée et la commercialisation est cadrée. Donc, il parle de IOBSP, mais du coup, il y a aussi d'autres réglementations. Est-ce une contrainte forte? Comment les acteurs contournent cet obstacle? Alors, c'est une contrainte qui est très forte. Je te donne un exemple. J'ai pas parlé en détail de la solution de Lemonway, mais Lemonway, une place de marché, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une mise en relation de plusieurs acheteurs avec plusieurs vendeurs. Et donc, ces vendeurs qui viennent vendre sur ta plateforme, tu dois faire un KYC sur chaque acteur. Donc, ça veut dire que tu vois, déjà, tu as une contrainte forte réglementaire sur comment tu gères tes paiements, mais aussi sur comment tu vérifies les utilisateurs qui vont utiliser tes services. C'est une contrainte qui est forte, qui, en tout cas, tu vois, chez les Monway, a coûté plusieurs millions d'euros en investissement d'outils contre la fraude, de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, de transaction monitoring pour contrôler que justement il n'y a pas de fraude ou autre derrière. Donc c'est une contrainte qui est très forte. Et comment tu contournes cet obstacle? Tu le contournes pas en fait. Très clairement, tu n'as pas trop le choix aujourd'hui. La compliance et la régulation, elle est là justement pour contrôler ça. Parfois, c'est vrai qu'en Europe, on régule beaucoup de choses. Tu vois, les crypto-monnaies, ça c'est un point qu'on peut citer versus d'autres régions, notamment US. Néanmoins, c'est un élément majeur pour assurer la sécurité de tous et limiter la fraude. Et donc, globalement, c'est pas quelque chose que tu contournes. Ouais, c'est clair. Si je peux donner un peu plus de lumière, parce que moi j'ai vu ça du coup chez plusieurs acteurs un peu différents avec différentes régulations, hein, parce que j'ai été participé à la création d'un fonds de VC, donc je l'ai vu sur côté AMF et je l'ai vu du coup chez Hiro. Hiro, du coup, pour rappel, c'est un acteur du coup qui vient, c'est une fintech du coup française qui vient d'ailleurs tout juste d'être accrédité à CPR. En fait, les acteurs du coup quand ils se lancent, généralement, donc il y a certains services qui vont sur lequel ils vont aller chercher du coup soit des fournisseurs, soit des partenaires. C'est le cas par exemple, One du coup s'est lancé pour faire du banking as a service, donc te permettre de pouvoir déjà en fait accéder à des services du coup qui sont déjà régulés. Et donc en fait, toi tu vas proposer un service sur lequel c'est un autre acteur qui va porter du coup tout le risque et toute la lourdeur process et administrative sur la régulation sur la régulation. Ensuite, ce que tu peux faire, alors je devrais pas vraiment le dire, mais ça je l'ai vu du coup dans plusieurs expériences. En fait, tu peux commencer à avancer un peu en mode masqué pour commencer
avoir des premières actions, builder du coup un produit, tester du coup ton produit, travailler du coup en parallèle du coup pour obtenir ton accréditation et en fait l'objectif c'est effectivement tout préparer pour le jour où tu as ton accréditation, pouvoir tout lancer. Généralement, donc ça c'est sur l'avant et généralement ce que font du coup toutes les boîtes entre guillemets parce que tu vas pas attendre d'avoir la CPR pour ensuite aller développer du coup toute la structure derrière qui est quand même assez lourde. On peut prendre le cas par exemple je crois que Conto a développé du coup typiquement son core banking system. Il faut savoir qu'un core banking system, donc c'est tout le système qui te permet de pouvoir gérer du coup tous les flux en interne d'une société qui doit être validé entre guillemets du coup certifié du coup par la CPR. Tout ça, ça prend, je crois qu'ils ont pris de mémoire 2 ans si je dis pas de bêtises pour pouvoir le mettre en place. Donc généralement, tu commences à travailler là-dessus en parallèle, le travail du coup pour avoir du coup ton accréditation. Tu as un peu une zone d'ombre là-dedans. En revanche, lorsque tu reçois l'accréditation à CPR, ça prend un petit bout de temps. Là, tu te retrouves avec donc une personne qui est donc Head of Compliance. Et donc, tu te rends compte que tu as la version avant accréditation, où tu es en mode startup, où c'est assez simple, tout le monde bosse ensemble. Enfin, j'essaie de résumer, mais tout le monde bosse ensemble, c'est assez simple, tu as des process un peu startup rapides. En revanche, tu as l'après ACPR, où là, du coup, toute action doit être validée. Et donc, là, tu te retrouves avec le Head of Compliance qui est dans la boucle sur beaucoup d'échanges, à relire du coup les contrats, les actions pour valider que tu as le droit de faire ci, de faire ça. Je sais pas si tu veux apporter du coup un peu de lumière du coup Maxime là-dessus. Non, mais c'est exactement ce que tu as dit. Le premier point, donc c'est tout ce qui est embedded finance, on y revient, donc tout ce qui était base, donc banking as a service. Globalement, tu prêtes ta licence pour que des prestataires du coup intègrent ton produit. Et après, sur le deuxième, ouais, sur l'aspect compliance, on est vraiment, pour moi, sur quelque chose qui est difficilement contournable et sur lequel tu dois te conformer quoi qu'il arrive. Alors du coup, on va continuer un peu sur les questions, parce que je vois qu'il reste quelques minutes. Claire, du coup, qui nous a parlé des outils, elle demande du côté déclaratif, sur les outils de tracking, tracking de KPI. Volume, alors oui, oui et non, parce que du déclaratif sur les volumes, oui, mais en même temps, globalement, comme on prévoyait de venir intégrer ce qui transitait sur les outils pour le client, donc tu avais vraiment un détail des flux, donc tu sais exactement voilà, ce qui transitait chez nous. Et puis derrière, à terme, l'idée c'était d'intégrer aussi des produits de Société Générale chez les Manway, donc tu sais enfin eux vont voir aussi ce qui transite derrière. Pose la question, est-ce que vous aviez construit un BPA avec la Société Générale? Oui, clairement. Enfin, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais quand on est arrivé chez la Société Générale, ils avaient fait un scoping. Enfin voilà, tout était détaillé. Très clairement, c'est ça aussi qui nous a. Nous, on avait notre crédibilité avec le partenaire BNP, mais eux, ils sont arrivés, ils ont dit voilà, là, on est là aujourd'hui. Voilà le nombre d'opportunités qu'on a. Voilà ce qu'on voit en premier. Donc, tu vois, c'était de targeter toute l'Europe de l'Ouest, mais en priorité, il y avait le marché français, suisse, italien. Et puis, dans un deuxième temps, marché allemand, le marché aussi anglais, même si ça sortait un petit peu du scope ou autre. Mais voilà, on avait vraiment prévu des releases au fur et à mesure pour vraiment faire les choses dans l'ordre. Ok, et dernière, j'ai l'impression que du coup, sa dernière question, Frédéric, donc revenons du coup sur la partie régulation, en disant, ma question est plutôt sur le périmètre go-to-market et relation avec des prescripteurs qui ne sont pas réguliers. La CPR force de plus en plus à certifier tes prescripteurs, tes partenaires. Globalement, nous, chez les Monway, quand on signait un contrat, on nommait les clients, donc nos clients, agents de paiement. Donc, ça veut dire qu'on déclarait à la CPR euh, nos clients. Et cette liste, d'ailleurs, alors je ne me rappelle plus le site, c'est pas l'Orias, c'est un autre, mais on peut retrouver la liste des clients de Lemonway publiquement sur un site de la Banque de France, qui est du coup voilà, la liste, parce qu'on les nommait agents de paiement et on n'avait pas le choix de le faire aujourd'hui. Attends, Regafi, la loi Clément Quinon, merci, voilà, c'est le Regafi, vous pouvez les taper du coup le nom du PSP et vous retrouvez derrière la base des clients qui ont été déclarés agents de paiement. ça, c'est un bon point. Nous, on avait vu ça, du coup, pareil chez Hero, il y a une possible stratégie de nommer, du coup, des partenaires comme agents, puisque nous, on était dans l'embedded finance, on se pluguait, du coup, au marketplace pour pouvoir délivrer, pour pouvoir accélérer, du coup, des paiements. Est-ce que peut-être peut-être en rapide, du coup, point, comment est-ce que tu formes tes partenaires
est prescripteur à devenir agent et quelles sont un peu les contraintes? Alors nous, on les formait pas, c'est-à-dire qu'en fait, pour les nommer agents, la CPR nous demandait une batterie de documents, et donc on collectait ces documents, on collectait les informations nécessaires, et après c'était les équipes compliance de Lemonway qui faisaient ce travail auprès de la CPR pour demander cette autorisation. Pourquoi on devait faire ça? Parce que notamment l'API de Lemonway est très très flexible, et donc tu pouvais initier un décaissement depuis ton back-office Lemonway en tant que marchand. Globalement, si tu bloques certaines règles, tu peux contourner justement le fait de nommer tes partenaires agents de paiement. Et ça, c'était un point qui parfois pouvait coûter des deals, puisque le statut d'agent de paiement, je crois, prend 2 mois à peu près à être donné par la CPR. Donc, si tu souhaites un go-to-market ultra rapide entre un prestataire qui va demander le statut d'agent et puis un autre qui va pas te le demander ou qui a une licence. Aujourd'hui, quand tu as une licence en France, tu peux opérer sur toute l'Europe. Quelqu'un qui a obtenu sa licence sur un autre pays avec un régulateur qui est peut-être un peu moins exigeant, il peut te rafler le marché, et en tout cas le client. C'était une vraie contrainte. Le client était plus impacté en termes de timing que de processus, mais c'était un impact quand même qui était fort. Top. Écoute, merci Maxime, peut-être pour clôturer. Et du coup, c'est sans doute pendant ce webinaire. Est-ce que tu as une actu ou un dernier partenariat à partager du coup dans l'écosystème, là, j'en ai nommé récemment MangoPay qui du coup a travaillé avec Miracle pour fournir cette solution de payout. Stripe qui a racheté Bridge, on est plutôt sur un rachat plus qu'un partenariat. Adyen qui du coup travaille avec Brevo et puis également Spendesk. Très clairement, il y en a énormément, il y en a toutes les semaines, mais voilà, en tout cas les plus gros que j'ai notés ces derniers jours. Ok, t'as une actu toi perso à partager aussi? Actu, écoute, moi j'ai lancé un podcast il y a peu de temps. Voilà, on va sortir bientôt le deuxième épisode. C'est disponible en vidéo et puis aussi en audio. Donc voilà, ça s'appelle Alliance. C'est disponible sur YouTube et puis sur les plateformes. Vous pouvez aller voir ça. C'est pas un épisode de paiement le premier, c'est un épisode cybersécurité, mais j'ai appris des choses notamment de mon côté. Et j'ai appris aussi beaucoup de choses. J'invite tout le monde à aller écouter. C'est assez quali du coup le podcast que t'as sorti. Et c'est cool, je te remercie. Et avant de se quitter, t'as une recommandation de personne ou de sujet à aborder du coup dans un prochain partnership Zero to One? T'as un bel invité, tu vas en parler après la semaine prochaine, mais voilà, globalement, c'est un sujet qui m'excitait, donc je suis content que tu le fasses. Le deuxième aujourd'hui, c'est pour parler avec des fondateurs. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'IA. Et donc, je me dis, pourquoi pas avoir quelqu'un peut-être de Mistral, tu vois, grosse solution française, pour voir un petit peu, eux, c'est énorme. Qu'est-ce qu'ils drive derrière en termes de partenariat? Je serais très curieux, en tout cas, de voir ce que type d'acteur un peu plus massif peut driver, tu vois, autour de l'IA, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le sujet phare, on fait ça, etc. Et, ok, mais c'est quoi vraiment les partenariats que tu peux faire et comment tu les actives? Je suis 100% d'accord avec toi. Il y a un gros, très, très gros enjeu, du coup, dans les partenariats avec l'IA. Je rêverais, du coup, d'avoir de pouvoir interroger quelqu'un sur ce sujet. Si une personne a un contact, c'est le mot. Chez Mistral, OpenAI, chez Claude, AI ou autre, avec grand plaisir. Pour l'anecdote, j'ai quand même regardé, je crois, il y a 2-3 semaines en me disant, tiens, est-ce que du coup, ils recrutent? J'ai vu qu'effectivement, ils recrutaient pas mal du coup en partenariat. Malheureusement, pas trop pris. Et en fait, si tu veux, ils sont beaucoup effectivement, sur des gros aspects de distribution et ils recrutaient pas mal du coup aux US. Donc, il y a des gros postes en partenariat à San Francisco. Donc, s'il y en a qui sont bilingues anglais et qui veulent découvrir du coup la côte ouest des États-Unis, il y a des bonnes opportunités en ce moment. Sinon, si vous avez un contact, je suis preneur. Et voilà. Bon, en tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir participé à cet épisode. Merci surtout à toi, Maxime, pour le partage de ton expérience et pour la préparation de cet épisode qui était vraiment super cool. J'ai adoré du coup nos échanges. Et puis, retrouvons-nous le jeudi 12 décembre à midi. On parlera partenariat dans l'écosystème e-commerce avec Paul-Louis Bénard, le GOAT. C'est encore un sujet super intéressant. Très bonne journée à tous et puis à la semaine prochaine. Merci Hippolyte, merci à tous. Ciao. Bonne journée, ciao.